pour cette table ronde sur l'économie circulaire, une expérience franco-chinoise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants, experts dans ce domaine-là, à la fois en France et en Chine. Je vais vous les présenter. Tout d'abord, Monsieur Guo. J'espère, Monsieur Guo de l'entreprise Beijing Yuan Taida. Ok. Monsieur Jean-Claude Lévy, qui est chargé de mission au ministère des Affaires étrangères sur l'économie circulaire dans le développement. Monsieur François-Michel Lambert, président de l'Institut de l'économie circulaire, député des Bouches-du-Rhône et vice-président de la commission développement durable et aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Et enfin, monsieur Wang Xin, chercheur à l'IDRI, donc l'Institut de développement durable et des relations internationales, expert en politique climatique, ayant une expertise aussi sur la Chine et dont je dois dire 1000 félicitations pour son habilitation à diriger des recherches puisqu'il entre désormais dans ce champ aussi. Merci donc à tous ces intervenants. Pour tout de suite attaquer notre sujet, je vais inviter M. Guo, dont j'espère que la traduction fonctionne et dont je remercie les traductrices d'intervenir pour notre conférence et pour nous présenter l'activité de son entreprise. Merci monsieur, c'est à vous.我带来的项目是北京元泰达建筑垃圾资源化的工厂。我们主要针对城市的固体废弃物资源化带来了整体的解决方案。目前我们的工厂坐落于北京市昌平区，每年可处置建筑垃圾150万吨，并且可以达到建筑垃圾资源化率100%，环保达标率100%，市场化率100%。同时，元泰达环保科技有限公司是2003年。元泰达成立于2003年4月，位于昌平区，注册资本为3亿人民币，占地面积95亩，总投资5.6亿。主要从事建筑垃圾综合利用处理、建筑垃圾的再生骨料制砖、废弃的尾矿处理以及销售新型的建筑材料。在中国工程院徐德龙院士和相关专家指导下，经历9年的时间，进行了深入的国内外市场调研，实施了全面的科研与实践，通过研发创新与集成创新，将现代物理科技、化学科技、装备科技、信息科技、应用科技融为一体，具备精细处置和多重品种利用功能的一体化工厂，把处置和利用2个环节高度融合，形成完整的产业链。
再生材料与其他工业废渣叠加应用，符合衍生产品，使建筑垃圾充分的利用。稍微慢点，他们翻译跟不上。整个项目有9项的技术创新，主要的创新特点有9个方面。第一是建筑垃圾自动分选、分离、分类的技术与设备。第二个创新特点是再生骨料多级配自动化处理技术与设备。第三个创新特点是颗粒物表面附着物自动清洗技术与装备。第四个创新点是建筑垃圾再生产品应用系列技术。第5个创新点是智能化控制与诊断技术。第6个创新点是泥、水、固体物自动分离技术与成套设备。第7个创新点是粉体高速预混技术与设备。第8个创新是建筑垃圾深加工、一机多料专用超细末技术与设备。最后一个创新点是高效数字拌合技术与设备。5大核心技术，第一个是精确分离、分选、分类技术。第二个是轻质物能源转换技术。第3个是替代水泥技术。第4是骨料的再生技术。最后一个是终端产品系列应用技术。同时打造5个信息交互平台。第一个平台是建筑固体废弃物的车辆装运全过程动态监测系统、智能调度系统。
可以为城市管理执法部门提供物流动态和监管。第二个平台是质量动态远程监控系统。可以为政府质量监督部门及利益相关者提供智能化查询监测平台。第三个平台是噪音和粉尘的监测系统。可以为环保部门提供环境指标监控报警平台。第四个是电子交易，商务平台。为客户提供全方位信息化的服务。第五个是碳交易平台。这个表格是我们的主导产品以及设计的产能。回收产品包括6类。铸铁、钢材、铝、铜、沥青以及绝缘材料。最终端产品有14个规格。塑料颗粒。再生高性能活性微粉。再生中活性微粉。再生低活性微粉。再生粗骨料。再生细骨料。再生园林绿化土。高性能稳定土。混凝土制品。无机料。陶粒。生态砂浆。沥青混凝土和高性能混凝土。后面的数据是相关的产量。
这是我们在北京市做的相关的工程案例。2个月前的，中国阅兵就是在这个地方进行的训练。这是建筑垃圾再生复合微粉用于公路建设相关的案例。位于河北怀来县。这个案例是北京怀柔雁西湖 APEC 的停车场。面积是14000平米。这个图表是整个工厂的一个组成。这个图表是我们整个项目的核心专利。同时，项目在经济效益方面，每年处置150万吨建筑垃圾，在不考虑政府补贴的情况下，盈亏基本平衡。社会效益方面，每年可为当地居民提供100个就业岗位，带动相关配套就业岗位1000余个。同时节约占地60亩。环保效益方面，每年可节约150万吨天然石材的开采。每个项目可降低碳排放20万吨每年。谢谢大家，谢谢大家。Merci beaucoup. Je vais maintenant demander aux autres intervenants de s'exprimer sur ce qu'ils viennent d'entendre et de voir au vu de leurs différentes expériences. Et je demanderai aussi au public qui a des questions directement sur cette présentation de les poser maintenant, afin qu'on puisse avoir un échange sur ce projet en particulier. Jean-François Michel.
Ouais, bonjour et merci pour cette présentation avec des chiffres impressionnants. Et deux questions, c'est est-ce que vous rencontrez des difficultés de choix de ces produits de matière recyclée à la place de choix de produits de matière vierge? Et si oui, quelles sont les difficultés? Et la seconde question, est-ce que vous êtes même allé plus loin dans ce domaine en restant propriétaire de matières mobilisées, donc de ces déchets recyclés qui servent à un usage parking ou autre? Est-ce que vous conservez la propriété dans une idée de le récupérer dans 20 ou 30 ans pour un autre usage, ou est-ce que vous avez cédé la propriété au propriétaire foncier, à l'opérateur? 非常感谢您的提问。我来回答第一个问题，就是在回收的过程中，肯定有一些意想不到的问题。在中国的环境比较特殊，政府主导整个回收的流程，也就是说，政府在整个回收中起到主导的作用。我们的合作模式也是以政府现在正在推广的 PPP 模式共同推广项目。也就是说，我们企业在帮助政府承担一部分责任。第二个问题，我想我的理解是，应该是您提的问题是现在我们正在推广的 BOT 模式。在政府赋予我们特许经营权之后，30年之后，我们会转让给所有的设备和基础设施会转交给政府。非常感谢您的提问。Merci beaucoup pour cette réponse complète qui confirme que l'économie circulaire en Chine n'est pas uniquement un mot comme on l'entend souvent, mais des expériences concrètes au sein des politiques, certes, mais aussi des entreprises et des modèles d'affaires. Je donne la parole désormais à Wang Xin de l'IDRI, peut-être une question, et Jean-Claude Lévy, on en prend deux questions. Je pose une question, c'est ça? D'accord, merci. Et merci encore pour cette présentation très intéressante et surtout concrète. Je voudrais savoir justement, vous avez mentionné le partenariat public-privé et plus concrètement le modèle d'opération donc BOT, donc Build, Operation et Transfer. Je voudrais savoir concrètement, est-ce que c'est un cas particulier dans la ville de Pékin, sachant que le partenariat public-privé, c'est quelque chose de nouveauté. Donc c'est ce que j'entends, ce que j'apprends en Chine, c'est que ça vient d'être promu par le gouvernement chinois afin de conduire une transition énergétique et écologique en Chine. Donc je voulais juste savoir, est-ce que pour vous c'est un cas particulier ou c'est assez bien appliqué dans la ville de Pékin, ou plus loin, est-ce que vous entendez parler dans les autres coins en Chine, si c'est quelque chose déjà bien parti ou bien c'est encore sur la forme? Merci. On va prendre cette question d'abord. 好，非常感谢您的提问。PPP 模式和 BOT 模式近几年来在中国才开始大规模的推广。另外呢，我想说，PPP 模式非常适合公益性项目或者是半公益性的项目。
今年在中国的国家发改委才正式建立了 PPP 项目库。可以说类似的项目正在起步，然后我们的项目也是同时是第一批的示范项目。非常感谢您的提问。Je voudrais, s'il vous plaît, merci de votre exposé. Partenariat public-privé, contexte territoriaux. La Chine a un nombre assez grand de provinces. Les réglementations et les législations ne sont pas forcément les mêmes dans chacune des provinces, notamment au niveau des droits sociaux, des conditions de l'exercice des professions. Les questions de sécurité sociale, par exemple, ne sont pas les mêmes d'une province à l'autre. Donc si on fait un partenariat public-privé, il faut considérer pour les salariés chinois ou étrangers ces conditions particulières. Ça n'est pas vrai pour que pour les questions sociales. Quand vous entendez le gouvernement, il faudrait dire, à mon sens, les gouvernements locaux. Donc à chaque situation correspond un gouvernement local qui a des stratégies particulières. Il y a une décentralisation en Chine. Et deuxièmement, à chaque situation correspond, si je peux dire, un contexte d'écosystème spécifique. Entre l'ouest et l'est de la Chine, entre les montagnes et les plaines, l'enneigement, par exemple, n'est pas la même dans le Xinjiang que ce qu'il est dans les plaines du nord-ouest. Hein. Donc, j'aimerais que vous précisiez comment adapter la stratégie d'une entreprise chinoise, bien sûr, mais nécessairement d'une entreprise en BOT ou en JV, à travers cette différence extrêmement grande, la diversité du territoire chinois. 好，非常感谢您的提问。我想说，中国是非常广阔的一个疆域，每个地方的经济发展程度也是完全不相同的。针对一些政策，中央政府会出台一些相应的引导政策，并不做相应的强制性要求。每个地方政府也会出台相应的政策，作为操作细则。我想可以把中国的城市分为3个等级，根据经济的状况不同，分为1线城市、2线城市和3线城市。这也是每个政府制定策略和考虑本地经济情况的根本策略。我想在1线城市落地公益项目和办公益类的项目是非常快的。第一个原因是当地的经济水平发展比较快。第二个原因是，1线城市对当地的环保诉求，比较严峻。
第三个是中央政府也是会从一线城市开始抓起。这是我提到的，一线城市可以涵盖北京、上海、广州、深圳。二线城市可以囊括各个省的省会城市。三线城市就是我们可以提到的地级市。我想这样就可以区别对待和有针对性的判断项目的落地。非常感谢您的提问。Merci encore pour ces réponses toujours très complètes. Est-ce que vous avez, je laisserai Jean-Claude réagir, je vois qu'il souhaite réagir, mais je souhaiterais aussi vous donner la parole. Si vous avez des questions sur ce que vous venez d'entendre, ou des questions aussi plus largement sur l'économie circulaire en Chine et dans une entreprise, posez-les aussi. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Bon, très bien, on en a plein, ne vous inquiétez pas. Jean-Claude, une réaction et j'aurai une question. Une observation. Votre réponse est parfaite du point de vue des échelons administratifs, mais vous ne m'avez pas répondu sur le fait que les échelons écosystémiques, les échelons environnementaux ne correspondent pas à 1, 2, 3. Il y a une grande diversité, ce n'est pas hiérarchisé. Et je crois que la question qui se pose pour toute entreprise, ici nous avons une multitude d'entreprises qui sont tout à fait aptes à avoir des technologies complètement adaptables, plus ou moins adaptables aux conditions chinoises et écosystémiques, selon le climat, etc., etc. Donc les échelons que vous décrivez ne sont pas faciles pour les entreprises françaises si elles veulent établir un business plan à Canton, à Pékin ou à Tianjin. Le business plan ne sera pas le même parce que la caractérisation est environnementale, climat, altitude, pluviosité, etc., ne sera pas la même. Donc il n'y a pas de modèle facile qui serait exportable en Chine comme ça, sans ce travail important sur des échelons qui ne sont pas seulement administratifs, qui sont environnementaux. Alors la question que je vous pose là est comment faites-vous en BioT ou en JV pour arriver à caractériser par-delà les échelons administratifs, les échelons écosystémiques? Une question, si j'ai bien compris votre question, Monsieur Lévy, comment vous faites pour identifier les gisements de matière au sein des territoires? Est-ce que vous avez une approche méthodologique déjà développée pour identifier ces gisements de matière? En France, en tout cas, on sait, François-Michel Lambert nous en parlera sans doute, on sait qu'il est difficile d'identifier les gisements de matières premières secondaires à recycler. Comment faites-vous en Chine pour les identifier? Et deuxième question, vous avez parlé de brevets. C'est aussi très intéressant. Tout à l'heure, je parlais de la Chine et de l'économie circulaire. Il y en a, vous le montrez. Et un deuxième aspect, vous montrez aussi qu'il y a de la recherche et de l'innovation en Chine dans ce domaine-là, et donc de l'innovation. J'aimerais savoir comment vous vous y prenez pour cette recherche et cette innovation. Est-ce que vous la faites au sein de l'entreprise? Est-ce que vous développez de la recherche au sein de l'entreprise? Ou est-ce que vous établissez des liens avec d'autres structures, en Chine, par exemple des universités, ou aussi des partenariats avec l'étranger? Merci. OK，
非常感谢你的提问。我想着重介绍关于研发这一块儿。中华人民共和国科学技术部在09年非常推崇一种模式，就是产业技术创新战略联盟。简单的来说，可以把5个领域涵盖在内，就是产、学、研、商、用。企业作为联盟的主题单位，共同推进产业的发展。联盟一般包括了大专院校、科研院所、以及整个产业链的上下游企业。共同研发和共享利益。我们企业也成立了建筑垃圾资源化产业技术创新战略联盟，同时被中国科技部认定为重点培育联盟。现在联盟目前有43家成员单位，包括清华大学、北京建筑大学、北京建工学院等一系列的大专院校。有专门从事设备研发的企业，像中联重科、福田汽车、新疆科力、还有专门从事终端产品应用的混凝土单位，像北京新奥集团、北京新航建材集团、共同为建筑垃圾资源化产业推动技术的研发和产业化。我们会把建筑垃圾的收集、运输、处置和消纳连接在一起。以联盟为主题推动项目的落地。在全国范围内共同推进项目。在联盟内，以谁投入、谁享受创新利益为原则。大家在各地的项目公司共同分享利益。非常感谢您的提问。Merci.
Toujours pas de questions dans le public? Non, toujours pas. Bon, on va essayer que vous en ayez. François-Michel Lambert, donc député des Bouches-du-Rhône, je vous invite à me rejoindre là-haut pour qu'on puisse discuter de ce sujet aussi. Merci beaucoup, Monsieur Gou. Vous aurez sans doute à intervenir. Alors François-Michel Lambert, je rappelle que vous êtes président de l'Institut de l'économie circulaire, où je travaille. Voilà, je suis votre patron. Merci d'être là, c'est un grand honneur. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône et aussi vice-président de la commission développement durable et aménagement du territoire. À ce titre notamment, vous avez participé à la loi de transition énergétique pour la croissance verte et, si vous ne le savez pas encore, comprend un pilier 4 avec un ensemble de dispositions sur l'économie circulaire. Vous avez donc travaillé notamment sur ce pilier 4 et aussi sur d'autres textes législatifs qui ont été votés et d'autres à l'avenir. J'aimerais d'abord que vous nous disiez l'économie circulaire en France. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire dans les textes législatifs? Merci aussi aux partenaires et amis chinois d'être avec nous pour faire ce parallèle consécutif, rappelons-le Vincent, d'une mission que nous avons menée il y a bientôt 2 mois en Chine, une douzaine de personnes, tout à la fois des universitaires, chercheurs, des représentants de territoires, des représentants d'entreprises, des responsables politiques, pour échanger avec la Chine et les acteurs chinois sur l'économie circulaire et donc faire un peu de comparaison d'approche sur ce sujet. Et en préambule, ou dans la continuité de cette réflexion, pourquoi ces approches? Mais parce que l'enjeu de l'économie circulaire, il s'impose en tout lieu et de cette planète. C'est la question de la soutenabilité de notre modèle de développement extrêmement gaspilleur face à des ressources qui se raréfient et qui sont en tension. Au niveau français, on va d'abord aborder la question législative, la question politique. L'économie circulaire, quand nous avons fondé à quelques-uns l'Institut en février 2013, voilà bientôt 3 ans, n'était pas du tout dans les radars des politiques, en tant qu'élément de politique publique d'action et d'engagement. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des territoires, qu'il n'y avait pas des enjeux, qu'il n'y avait pas une approche même nationale française sur la question des ressources et sur préserver ces ressources. Je dis qu'il n'y avait pas de politique publique et de stratégie dans le domaine. Aujourd'hui, c'en est totalement différent, puisque la loi de la transition énergétique pour une croissance verte, votée cet été, comporte 8 chapitres, et un chapitre principal, c'est celui qui est sur l'économie circulaire, le titre 4, et qui illustre bien comment les choses se sont déroulées. Annoncé en avril 2014 par la ministre, les ébauches de cette loi sont présentées en juillet 2014, donc il y a un peu plus de 450 jours, je vais le dire en jours, 500 jours à peu près, avec juste le titre économie circulaire et quelques éléments autour des déchets, des objectifs. En septembre 2014, donc il y a moins de 500 jours, le Parlement, l'Assemblée nationale, fait une première discussion sur l'ensemble de la loi et donc sur le chapitre titre 4 économie circulaire, où déjà on commence à structurer une définition qui évite que l'économie circulaire ne soit vue que comme de la gestion de déchets, mais bien prise dans sa dimension ressources, avec tout ce que cela implique, notamment l'allongement de durée d'usage et l'intensification de l'usage des ressources, l'intensification de la productivité dont on peut tirer des ressources
les animations territoire, la réflexion territoire. Mais on est dans du balbutiement. En mai 2015, donc il y a à peu près 200 jours, même pas, moins de 200 jours, donc je vous donne en jours exprès, la loi revient à l'Assemblée nationale avec un enrichissement au Sénat. En France, c'est 2 assemblées avec des allers-retours, où nous poursuivons à l'enrichir de certains éléments et surtout à stabiliser la définition. Et puis il y a une dernière lecture en juillet 2015. Donc si je fais un calcul relativement rapide, ça fait 150 jours. Vous me permettez si je me trompe. Donc il y a à peine 150 jours où notamment un amendement est voté sur le fait que la France doit se doter d'une stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire, stratégie qui est présentée devant l'Assemblée nationale, devant le Parlement, pardon, et qui est remise à jour tous les 5 ans. Donc vraiment un pilotage de la mutation de la France en matière de transition sur l'économie circulaire. J'ai compté en jours pour vous exprimer à quelle vitesse la question s'est imprimée. Hier, nous étions avec Madame la ministre Ségolène Royal, le commissaire européen, M. Vella, en charge de l'environnement, et les représentants des principales entreprises cotées à la bourse en France, dans un débat sur l'économie circulaire, changement climatique, et suite du paquet économie circulaire présenté par la Commission européenne ce mercredi. C'est-à-dire là, on compte en 2 jours. Donc, pourquoi cette forme de présentation que je vous donne? Il y a une pénétration, une accélération, une prise en compte de l'économie circulaire, tant dans les textes législatifs que dans les choix de stratégie d'entreprise et maintenant dans les territoires, parce que la démonstration est en train d'être faite qu'en sortant d'une société de gaspillage et en étant une société qui se centre qui centre un modèle de développement sur les ressources pour en créer de l'efficience, de la productivité et de préserver ces ressources, est générateur de valeur dans les territoires, générateur de valeur pour les entreprises, création d'emplois, moins d'impacts environnementaux, mais aussi, et j'y tiens, ça renoue des liens humains parce que la ressource sur laquelle nous devons au contraire chercher à en extraire le maximum, si vous me permettez de dire comme ça que c'est une ressource, c'est la matière grise, c'est les échanges et la co-construction, la collaboration entre les différents acteurs. Et donc, on a cette accélération qui n'est que dans sa phase première. Très bien, merci beaucoup pour voilà donc ce qui a été fait sur le domaine de l'économie circulaire en France. Mais on l'a vu tout à l'heure, dans d'autres pays comme la Chine, des entreprises comme Beijing Yuan Taida, j'espère bien la prononcer, font d'autres choses et ont déjà des modèles aboutis de recherche et des modèles aboutis de partenariat public-privé pour aboutir à des projets. Ce que je souhaiterais savoir, c'est donc, voilà ce qui a été fait dans le domaine économie circulaire, mais qu'est-ce qui, selon vous, reste à faire aujourd'hui en France et peut-être plus largement en Europe? Effectivement, la question, elle est sur le fait que la vieille Europe a un modèle de société, un modèle de développement qui est assez figé et que nous devons faire bouger. Et en ce sens, il y a les questions réglementaires, législatives, qui sont les points, je dirais pas principaux, mais notables à traiter et à faire lever. Et pour cela, nous avons la possibilité de travailler dans un modèle un peu décalé. Aux Pays-Bas, et ça a été présenté à Madame la ministre hier, on a les Green Deals. Les Green Deals, c'est cette capacité de rassembler des acteurs extrêmement différents et de travailler sur des objectifs pour produire une nouvelle approche dans le développement économique, dans le développement des territoires, tout en explorant
ou en se retrouvant des marges, on appelle ça dans les zones grises réglementaires, dans les zones grises législatives, où de façon contractualisée avec l'État, on sort des cadres, des carcans même, que nos législations et nos réglementations ont imposés. Et après, ceci doit servir de point d'appui pour aller de l'avant et transformer par la démonstration, par la démonstration et la réussite, de transformer, de changer les réglementations. Ça permet aussi, et j'insiste, nous y travaillons d'ailleurs au sein de l'Institut, de faire que des personnes qui ne se rencontraient pas avant, des entreprises qui ne sont pas du même monde, des acteurs qui ne sont pas de la même dimension, des associations, des collectivités, se retrouvent autour de projets très souvent territoriaux et partagent leur intelligence de la chose. La chose, c'est les ressources, la chose, c'est le territoire, pour ensemble aller explorer de nouvelles voies, être un peu dans certaines ruptures encadrées, mais encadrées au sens qu'elles sont partagées par les acteurs, mais qui permettent de sortir d'un modèle qui est en train de montrer qu'il est en épuisement, tout comme face à l'épuisement des ressources. J'aimerais maintenant aborder, donc on a vu ce qui a été fait, on a vu ce qui reste à faire. Maintenant, notre sujet, c'est une expérience franco-chinoise. Nous sommes allés en Chine, justement, sur ce sujet de l'économie circulaire il y a quelques semaines maintenant. On voit le G7 qui, désormais, ouvre une plateforme sur l'économie circulaire, la Commission européenne qui promeut des nouvelles formes de coopération, et d'autres pays extra-européens qui ont des politiques d'économie circulaire qui ne sont pas semblables, comme l'a dit Jean-Claude Lévy, et qui ont des objectifs peut-être différents, comme on le verra avec Wang Xin. Ce que je souhaiterais savoir, c'est quelles sont les pistes de coopération entre des pays si différents, mais sur une thématique commune, qui est l'économie circulaire. Effectivement, il y a l'économie circulaire, c'est la capacité avant tout à échanger sur ce que les uns et les autres peuvent apporter aux autres et aux uns. C'est ça qui est primordial. Donc, j'ai parlé de territoire, j'ai parlé d'associations, d'entreprises de territoire, de collectivités de territoire qui ont des projets très concrets. Mais je pense que nous avons aussi à échanger au niveau mondial. Et en ce sens, la Chine, qui a une avance considérable dans la recherche, dans la réflexion, dans la capacité à créer du pilotage, et derrière à générer à de grandes échelles des réponses comme celles que l'on vient de voir, est un pays, une source d'inspiration pour nous au niveau européen. A contrario, il me semble qu'au niveau de ce que nous faisons ici, c'est la capacité à créer beaucoup plus de collaboratifs, à être beaucoup plus dans une symbiose des territoires et des acteurs. Et c'est des premiers échanges que nous avons pu avoir lors de notre mission en Chine. C'est une des bases de nos échanges croisés. Une Europe d'une culture qui est en train de se mettre en place, d'échanges entre les différents acteurs, de mobilisation territoriale, et une Chine plus d'expertise et de planification, avec des réalisations très concrètes et très puissantes, mais qui nécessitent encore peut-être de réussir à animer les territoires. Très bien, merci beaucoup. Je vais prendre une ou deux questions. S'il y en a ici, levez la main. S'il n'y en a pas, j'ai vu une main levée ici. Jean-Claude Lévy. Une question. Je ne sais pas si c'est une question, c'est une observation, une ou deux observations. La première observation, c'est que on a ici une pléiade d'entreprises complètement efficaces sur les questions de l'environnement. Je ne dis pas de l'économie circulaire, de l'environnement, du rapport entre l'écologie et les contextes sociaux et territoriaux. Vous êtes là dans la salle, je suis un peu étonné que vous ne posiez pas de questions par rapport à ce que nous venons de développer, parce qu'il y a des questions. Alors, je voudrais dire un peu mon opinion. La voie de la Chine
non seulement en direction des pays développés, mais aussi en des pays en développement, porte trois dimensions. D'une part, une dimension sociale. Quelle est l'acceptabilité sociale en Chine de la question de l'économie circulaire? Comment les populations peuvent accepter une modification du champ de la production, de la consommation et de l'échange qui passe d'une économie linéaire, néolibérale, grosso modo, hein, économie socialiste de marché. Deuxièmement, deuxième question, après cette acceptabilité sociale, prendre en charge, s'approprier ce changement. Deuxièmement, la voie de la Chine, c'est la recherche d'écotechnologie. Bon nombre d'entreprises chinoises sont là, qui sont en recherche, en analyse des nouvelles écotechnologies, presque de l'écotechnologie circulaire, pour passer de l'une à l'autre, hein, qui sont là. C'est la deuxième exigence du gouvernement chinois et des gouvernements locaux de plus en plus, hein, quelle que soit la concurrence entre les uns et les autres, privé-public ou public-privé, quelquefois. Troisièmement, quelle est la validation économique? La validation économique de nouvelles politiques d'économie circulaire, telles qu'elles viennent d'être abordées dans notre pays ou en Occident par François-Michel Lambert. Ces trois dimensions-là, elles nous concernent tous. Je peux poser la question à vous, entrepreneurs français ou européens, ou à plusieurs dimensions territoriales qui sont là. Elles se posent globalement et mondialement, y compris dans les pays en développement, où l'informel est extrêmement important. Donc voilà, les questions que je pose là, ces trois questions que je pose là maintenant, là, me paraissent cruciales et il faut que nous y répondions les uns et les autres, les Chinois et les Français. Parce qu'il n'y aura pas de développement climat. Le climat est un symptôme des dégradations de notre système de gouvernance mondiale. C'est un symptôme. L'économie circulaire, tout le monde affiche ici économie circulaire. Je me suis promené dans les stands, tout le monde me parle d'économie circulaire. C'est souvent du recyclage, hein. Mais tout le monde en parle, ça devient un concept. Comment allons-nous boucler ce concept sans la participation, sans l'interrogation des uns et des autres, y compris économique? Troisième point, quelle est l'efficacité économique vérifiable de politique d'économie circulaire? Voilà, ces questions que je me pose, je vous les pose à vous, merci. Je les pose aux orateurs. Merci. Peut-être la réaction de François-Michel Lambert, et puis j'inviterai Wang Xin pour un échange similaire. Mais, oui, ne pas oublier que nous faisons cet atelier dans le cadre de la COP21 qui interroge et qui mobilise autour de la question du changement climatique et de la croissance des gaz à effet de serre. Donc, il est clair que, comme tu l'as dit, Jean-Claude, le gaz à effet de serre, c'est le symptôme d'un dérèglement un peu plus complet de notre modèle de développement et notamment d'un modèle de gaspillage. Et l'économie circulaire se place plutôt dans un modèle de préservation des ressources. Et au sein de l'Institut de l'économie circulaire, nous avons eu deux travaux, hein, avec Ernst & Young qui donne la démonstration qu'une économie circulaire permet des gains très notables en gaz à effet de serre non émis, donc des gains sur les gaz à effet de serre à réponse de services équivalentes, et un autre avec le Club de Rome qui l'a fait sur 5 pays dont la France, et nous sommes le partenaire français, que nous présenterons le 15 décembre publiquement, qui est présenté demain matin à l'Assemblée nationale sur le triptyque économie circulaire, efficacité énergétique, énergie renouvelable, donne des gains très notables, notamment sur les gaz à effet de serre, de 60% de baisse de gaz à effet de serre, une politique macroéconomique sur ce triptyque. Donc, c'était un des points sur lesquels je voulais préciser. Et le second, parce que je crois qu'on ne le voit pas assez, l'économie circulaire, elle profitera de la révolution numérique. La révolution numérique permet de gérer des systèmes extrêmement complexes, permet de gérer des flux, permet apporter des réponses tout à la fois technologiques, hard, mais surtout pilotage soft. Et nous devons bien en avoir conscience que c'est un atout sur lequel on doit s'appuyer. Et d'ailleurs, c'était un des éléments, et c'est un des éléments qui est faible dans le paquet économie circulaire présenté par la Commission européenne, c'est qu'il ne regarde à la technologie et surtout à révolution numérique
en abstraction de la révolution numérique, alors qu'ils doivent l'intégrer dans tous les domaines. Et j'en finirai par un élément un peu économique macro, mais l'économie linéaire, l'économie destructrice dans laquelle nous sommes, c'est une économie de stock. Celui qui détient le stock, le minier, le pétrolier, le fabricant d'objets d'automobile, c'est celui qui a la richesse. Et ce qu'il veut, c'est qu'on détruise le stock déjà vendu pour que son stock à lui puisse être à son tour vendu. Et c'est soit agrandir les marchés, soit détruire les stocks, comme je vous l'ai dit. L'économie circulaire, c'est une économie de flux. Donc la richesse demain, et on le voit déjà aujourd'hui, la richesse sera portée par ceux qui sauront faire circuler les matières premières et les marchandises. Et c'est pour ça que j'ai posé tout à l'heure la question à notre auditeur précédent. C'est le recyclage de déchets pour en faire du bitume. Oui, mais est-ce que vous allez jusqu'au bout en conservant la propriété de la matière mobilisée pour la réutiliser et la réinjecter dans 30 ou 40 ans? En tout cas, certains acteurs de la révolution numérique sont déjà en ce sens. Et je citerai ici en France un des plus connus, Blablacar, qui dépasse 1 milliard d'euros de capitalisation, je rappelle, hein, en 7 ou 8 ans. Ça n'existe pas ou quasiment pas dans l'industrie lourde de monter si vite en capitalisation. Donc 1 milliard d'euros parce qu'ils ont créé de la valeur sur leur capacité à faire circuler des matières déjà disponibles, c'est-à-dire des voitures, à intensifier leurs usages, c'est-à-dire à mettre 2, 3, 4, 5 personnes dans une voiture, dans une tonne de métal. Et donc c'est ce vers quoi on va, le pilotage des flux, l'économie de flux, c'est aussi une partie des enjeux, et la révolution numérique doit être prise en compte en ce sens, puisqu'elle aide à ce pilotage des flux, elle crée ses performances. Très bien, merci beaucoup. J'invite Wang Xin, chercheur et expert des politiques climatiques et de la politique chinoise sur l'économie circulaire. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon. Wang Xin, merci d'être là. Vous avez entendu beaucoup de choses, à la fois sur la Chine et sur la France, sur l'économie circulaire, mais je le rappelle, nous sommes ici dans le cadre de la COP21. COP21, économie circulaire. Moi, je souhaiterais d'abord savoir, on parle de la France et de la Chine et de leur politique d'économie circulaire qui sont nouvelles, comme l'a rappelé François-Michel Lambert. Néanmoins, des politiques plus anciennes existent, ce sont les politiques climatiques. Et première question que j'aurais pour vous, la politique climatique en Chine et peut-être aussi un regard comparé avec la politique climatique en France. Est-ce que vous voyez, vous, des similitudes et des points de coopération possibles? Merci. D'abord, je crois que j'ai une contrainte du temps. Oui. Si je fais l'attention, donc je vais essayer d'être bref et précis, et même ça reste difficile à faire. Je pense qu'aujourd'hui, que tout le monde est d'accord sur l'urgence à faire des activités humaines pour lutter contre le changement climatique. C'est comme ça, on a vu que plus que 150, 160 tonnes chefs des pays d'État qui sont déplacés personnellement ici le 30 novembre à Paris, au Bourget, pour s'exprimer leur volonté et de montrer leurs actions dans la lutte contre le changement climatique. Donc sur ce point-là, je pense que c'est non seulement une question comparative de deux pays, France et la Chine, mais c'est quelque chose de collectif du monde entier. Donc tout le monde doit agir, bien effectivement. Après, les contextes socio-économiques, les contextes culturels, etc., se diffèrent selon l'un et d'autres pays. Donc il faudrait aussi prendre en considération en fait, ces différents aspects. Donc je retourne à la question pour essayer de répondre directement. Je dirais oui, non, parce que oui sur le fait que la Chine a besoin de réduire les émissions de gaz à effet de serre au plus vite, non seulement pour répondre à cette pression internationale, mais aussi c'est quelque chose qui va résulter comme si c'est quelque chose déterminé par cette transition énergétique, par cette transition écologique. Et quand la Chine reste ferme pour conduire cette transition écologique,
ça veut dire que c'est pour l'intérêt d'abord domestique. C'est pour que l'économie chinoise, c'est pour que le développement socio-économique reste le plus durable possible. Et sachant que le modèle, l'ancien modèle de l'économie extensive en Chine est considéré désormais aujourd'hui un frein à cette croissance durable. Et par contre, c'est cette transition écologique, cette transition énergétique qui est considérée comme un futur modèle de croissance en Chine. Donc c'est en conduisant ces activités qu'on verra en effet au plus vite en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en termes de mise en œuvre des énergies renouvelables, etc., etc. Donc sur ce point-là, je pense que tout le monde a envie de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour la France, pour l'Europe et pour la Chine. Donc ça, c'est des points qui se convergent. Et après, je vais être rapide. Hein. Il y a des points qui se divergent aussi. C'est que quand même, la Chine reste un pays en développement. Je ne parle pas du tout pour l'intérêt diplomatique chinois ici, mais c'est un constat. C'est-à-dire, il reste quand même beaucoup de peuples pauvres, donc qui vivent encore dans une condition très très difficile. Donc on n'arrive pas à imaginer ici, même moi personnellement, je n'ai pas fait assez de déplacements pour voir moi-même ces conditions pénibles dans lesquelles ces nombreuses personnes vivent. Donc il y a encore une question de développement, il y a encore une question de pauvreté à faire attention, et surtout une question de la différence des recherches aujourd'hui qui se manifeste comme un principale question dans l'avenir. Tout ça est en lien avec le changement climatique, mais je pense que c'est bien des contextes nationaux différents que celui en France et en Europe. Merci beaucoup. Si je comprends bien, et pour essayer d'interroger un peu cette question, finalement la priorité en Chine aujourd'hui, c'est plus de faire des économies de matière, des économies de pollution, plutôt que de réduire prioritairement les émissions de gaz à effet de serre, même si on l'a compris, ce sera l'une des voies et ce sera l'une des conséquences. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de la Chine comme pionnière dans la lutte, en tout cas en avant et au front de la lutte contre le changement climatique. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas voir la Chine comme au front d'abord du développement durable dans un sens beaucoup plus général qui intègre les flux bas carbone? Mais est-ce que finalement, le combat de la Chine, ce n'est pas le changement climatique, c'est, comme vous venez de le dire, ce qu'on pourrait appeler l'économie circulaire, un développement durable, sobre en carbone, mais aussi sobre en matières premières. Est-ce que la priorité en Chine, elle est là? Je pense que la question devrait se poser autrement. C'est de dire, en fait, si vous voyez aujourd'hui, en fait, l'économie circulaire, changement climatique, transition énergétique, tout ça, en fait, il y a beaucoup de points en commun. Donc, l'atteinte d'un objectif de l'un permet l'atteinte des objectifs des autres, hein, simultanément. Et tout ça, si vous voyez d'abord déjà dans les documents officiels du gouvernement chinois, par exemple du changement climatique, dans le plan des activités chinoises pour lutter contre le changement climatique qui est publié chaque année juste un mois avant la COP, vous voyez bien ces mots sur l'économie circulaire, l'efficacité énergétique, etc., etc. Donc la question c'est que il y a un consensus, et puis la Chine semble être sur ce chemin de faire que tous ces efforts, quelle que soit l'économie circulaire, la lutte contre le changement climatique, la lutte contre les questions de pollution locale, atmosphérique en particulier dans ces temps-là, permet la Chine d'avoir une croissance beaucoup plus durable et en même temps permettre d'alléger beaucoup la tension sociale qui se monte de plus en plus sur les mouvements sociaux qui sont uniquement liés à la dégradation environnementale dans les années récentes. Donc tous ces là pour les appeler co-bénéfices, et tous ces co-bénéfices tombent dans la définition chinoise comme un moteur durable pour la croissance économique dans l'avenir. Merci. On sait que on croit savoir que la position chinoise sur un accord contraignant est différente de celle proposée par la France actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la Chine est prête à aller vers un accord contraignant? Et si oui, à quelles conditions? Bon, déjà, il faudrait clarifier, je vais être très rapide là-dessus. Si vous voyez l'accord
que le président François Hollande a signé lorsque son dernier déplacement en Chine début novembre avec le président chinois Xi Jinping. On a bien dit dans cet accord, c'est la Chine qui a fait la première fois dans un lieu international les promesses sur l'aspect contraignant de transparence, sur l'aspect de révision des objectifs, et des activités pour réduire les émissions de gaz à effet de serre tous les 5 ans, etc. Et tout ça, c'est la première fois où on voit la Chine fait cet accord avec un pays un peu particulier qui est le hôte de la COP 21, mais dans un accord international. On ne voit pas ça dans l'accord conjoint entre la Chine et les États-Unis avant, et je pense que ça va être rare aussi, même dans l'avenir, de voir ce type d'accord. Ceci veut dire que, pour moi, ça reste cohérent avec cette nouvelle stratégie depuis l'arrivée du nouveau président chinois de jouer un rôle beaucoup plus proactif, même agressif dans la diplomatie internationale. Donc je pense que c'est des gestes, c'est des promesses que la Chine se montre ici sur l'affaire de COP 21 et dans la négociation générale sur le changement climatique. Alors, vous en avez parlé, vous l'avez mentionné, cet accord de coopération entre la Chine et les États-Unis, qui, lorsqu'il a été signé, je crois que c'était en juillet 2014, a beaucoup suscité d'émotions et d'espoir aussi, dans le cadre de coopération réelle avec des investissements assez lourds sur les techniques bas carbone et sur les technologies. Maintenant, le titre de notre conférence, une expérience franco-chinoise. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui comme coopération possible, à la fois comme offre de coopération, à la fois de la part de la France, mais j'ai aussi envie de dire de la part de la Chine, puisque je sais qu'il y a, on l'a vu, des offres en termes de coopération et les demandes de la Chine en termes de coopération. Quelles sont aujourd'hui, selon vous, les pistes de coopération les plus avancées et avec le plus de potentiel ? Avant de parler de la coopération, j'insiste sur le fait qu'il y a aussi des défis sur la compétitivité. Si tous les pays majeurs visent à développer cette transition écologique, visent à utiliser en fait l'économie verte comme le futur mode de croissance, on ne peut pas négliger. Il faudrait considérer sérieusement, surtout on réfère au cas récent de la dispute commerciale des panneaux solaires chinois en Europe. C'est-à-dire si les politiques publiques d'un côté en Europe visent à soutenir l'usage, la consommation des biens verts, et d'un l'autre côté, les politiques publiques chinoises visent à soutenir la production de ces biens, ça crée relativement une question biaisée sur la compétitivité industrielle. Donc il faudrait quand même prendre ça comme alerte dans l'avenir. Je reviens sur la question de coopération. Il ne s'agit pas simplement d'une activité gouvernementale, sachant pour signer un accord bilatéral de coopération. Il ne s'agit pas simplement des activités entre les secteurs privés. Il ne s'agit pas simplement d'une réflexion d'un chercheur comme moi, etc. Je pense que le plus important et le plus urgent, c'est d'aligner toutes ces initiatives, toutes ces actions qui sont en cours, éventuellement de faire un paquet global. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait fait leadership, que les politiques publiques qui jouent pour aider les entreprises pour accéder au marché, pour accompagner les entreprises, pour proposer plus des activités facilitatrices, etc. Et il faudrait aussi travailler avec le domaine de recherche, il faudrait aussi travailler et entendre bien ce que rencontrent les industries, en réalité leurs problèmes. Donc il faudrait mettre toutes ces capacités ensemble pour créer un effet comme ce que le président chinois a dit le 30 novembre. Ce n'est pas un jeu de la somme zéro, il a dit ça, mais c'est un jeu de gagnant-gagnant. Mais est-ce que c'est ça, vraiment ça, on ne sait pas. Mais si on est parti dans ce sens-là, de combiner toutes les ressources, tous les savoir-faire possibles, moi j'anticiperais un avenir positif et optimiste. Très bien, merci beaucoup Wang Xin de l'IDRI.
Je ne sais pas si vous devez partir ou pas. Je vois que l'heure a avancé. Je ne veux pas vous retenir plus. Et malheureusement, j'ai un engagement prévu pour 16 heures. Je sais pas. Oui, et j'aimerais Voilà. bien, si tout le monde me permet, vous quitter et au plaisir de vous revoir bientôt. Merci beaucoup. J'invite notre grand témoin, Monsieur Jean-Claude Lévy, à réagir à ce qu'il vient d'entendre. Et j'aurai aussi une ou deux questions pour lui. Jean-Claude. Là-bas, on le fait là-bas. Oula. Alors Jean-Claude Lévy, qui travaille au ministère des Affaires étrangères, chargé de mission par la secrétaire d'État d'une mission sur l'économie circulaire dans le développement depuis maintenant 2 ans. Spécialiste de la Chine, puisque vous avez écrit un livre en 2009 sur l'économie circulaire et la Chine. Sur ce que vous venez d'entendre de la part de Wang Xin, de la part de l'entreprise Beijing Yuan Taida et de la part de François-Michel Lambert, quelles sont vos impressions? Et ma première impression, le bouquin que j'ai écrit il y a 5 ans avant la crise de 2008, c'était Économie circulaire, l'urgence écologique, le monde en transe, la Chine en transit. Je crois que depuis ces 5 ans, on voit se profiler l'orientation, la trajectoire du transit vers l'économie circulaire. Ça, c'est une première observation. Deuxième observation, je vais me répéter un peu. J'ai eu la chance de discuter avec le négociateur climat, M. César. Effectivement, les 3 observations que j'ai faites tout à l'heure, l'appropriation, ce n'est pas l'acceptabilité, l'appropriation sociale du concept d'économie circulaire. C'est les mots qu'il a employés. C'est une priorité. Deuxièmement, effectivement, on a entendu dans les différentes interventions, c'est trop court, mais l'approfondissement, je dirais, je ne sais pas si je n'ai pas déjà dit, de l'écotechnologie circulaire. C'est-à-dire que d'une technologie à l'autre, que chacun maîtrise, d'une filière à l'autre, il devient indispensable d'avoir les relations entre la matière première utilisée, la matière secondaire qui en résulte et les technologies qui permettent d'aller à la suite. On est là dans un cercle qui n'est pas du tout vicieux, qui est complètement vertueux. Et le troisième point, on s'y affronte tous à l'heure actuelle, c'est la garantie économique que ces 3 directions, la trajectoire de l'économie circulaire aura une validation économique. C'est-à-dire qu'il faut que les profits des uns et des autres, on est à économie en Chine socialiste, mais aussi de marché, que le marché rémunère bien effectivement cette démarche. Je crois que voilà ce que je tire comme conclusion, et c'est les mêmes que celles que me disait le négociateur chinois sur le climat. Au-delà du climat, on va vers un mode de production différent. Je vais terminer, mais très rapidement, sur un exemple. Il y a 15 ans de cela, je travaillais avec le bureau de l'environnement de la ville de Pékin et avec des entreprises françaises pour la pollution de l'air. Nous nous sommes heurtés à ce moment-là à la question du local et du global. C'est-à-dire que globalement, on savait déjà qu'il fallait avancer sur l'environnement. Localement, le contexte de Pékin était celui qu'il est aujourd'hui, un peu différent. Le contexte de Paris, c'était Air-Parif. Aujourd'hui, on a un accord Air-Parif-Pékin sur des questions de recherche, développement et de coopération qui a été signé en 2013-2014, il n'y a pas longtemps, où effectivement ces 2 dimensions, le global et le local, se rejoignent sur 2 institutions, sur le climat, sur la qualité de l'air, qui essayent de travailler ensemble. Il faut définir les objectifs, on n'a pas fini. Hein. Donc voilà, je conclurai sur des exemples concrets, pratiques. Ça se déroule à l'heure actuelle, notre coopération, mais ça veut dire que nous sommes capables, entreprises comme gouvernements locaux, là, il y a un sommet des villes en ce moment qui se déroule, de déterminer dans le cadre d'un changement global, dans le cadre d'une mondialisation, 180 et quelques pays sont là, de déterminer au niveau local quelles sont les opportunités, quelles sont les conduites locales qui non seulement découlent du global, mais qui aussi influencent le global. C'est là-dessus que je terminerai, après avoir entendu les quelques interventions trop courtes et trop modestes qu'on a pu entendre maintenant. Très bien. Merci beaucoup. Il me reste à vous remercier, vous tous. Si vous avez des questions, vous êtes toujours les bienvenus à en poser.
Et si vous n'osez pas les poser tout de suite, on pourra en parler ensuite. Merci à tous les intervenants, Monsieur Guo, Monsieur Lévy, Monsieur Lambert et à Wang Xin. Merci à vous. Les coopérations sont donc en cours. Il nous reste à en développer de nouvelles. Merci, au revoir.